Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Ça va très bien chez vous, à la maison, on est toujours de bonne humeur, on essaye en fait de garder le sourire. Je ne dis pas qu'on essaie, mais on garde le sourire avec cette période de pandémie, mais on se dit toujours l'espoir est là. Pourquoi pas avec les vaccins qui sont là et on espère bientôt que ce sera pratiquement tout le monde et on en parlera peut-être au passé. Mais pour nous, à l'émission aujourd'hui, on va faire un tour du côté de New York, où on va rejoindre un journaliste qui est originaire de la République du Congo, mais qui est américain également, qui vit aux États-Unis depuis de très nombreuses années, avec lequel on va parler en fait de sa réalité aussi, et pourquoi pas de ce qui se passe. Vous avez suivi comme moi dans tous les médias en fait ce grand changement qu'on a eu aux États-Unis. Mais on parlera aussi d'un pays africain qui s'appelle la République démocratique du Congo, un pays qui présente quand même un intérêt évident pour le gouvernement Biden, pour pratiquement tous les gouvernements en fait américains depuis l'accession de ce grand pays africain, je le souligne donc la RDC à son indépendance en 60. Nous avons avec nous Don Kayembe, journaliste qui est à New York avec nous. Bonjour Don Kayembe, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Monsieur Harry, comment vous allez dans le pays des froids aussi? Ah oui, ça, vous pouvez le dire, ça, les hivers, c'est froid, pas mal. Mais Tout c'est à un fait. plaisir et un honneur, en fait, de vous avoir avec nous aujourd'hui à l'émission. Il y a de nombreux téléspectateurs montréalais, canadiens, québécois et même des Africains aussi. En fait, nous sommes nombreux ici qui vous suivent actuellement. On va tout d'abord commencer directement avec, comment dirais-je, votre réalité. Dans le concept même de cette émission, j'ai pour habitude de toujours permettre à mes invités de se présenter eux-mêmes. Évidemment, on vous présente comme étant journaliste, naturellement. Mais au fait, qui est Don Kayembe? Donc, KMB, c'est un Congolais, donc d'origine de la République démocratique du Congo, qui a immigré aux États-Unis bientôt 24 ans. Donc, KMB, il a fait l'escale de la Zambie, où il a travaillé pendant à peu près 10 ans dans le secteur du ministère de la Santé. Et aussitôt que Don Kayembe est arrivé aux États-Unis, il a poursuivi les études dans le même domaine de la santé, mais avec, comme on dit, il y a major et minor. Donc, j'ai pris minor de media production, donc le média. Et dès lors, je me suis lancé dans le média depuis 2006. Et je vais le dire sans orgueil de dire que j'ai commencé la radio-télévision en ligne, la toute première pour la République démocratique du Congo, qu'on appelle encore la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Donc nous sommes les tout premiers radio-télévision de la VDC en ligne ici aux États-Unis. Nous avons contribué pour faire parler les politiciens congolais. Aujourd'hui, tous, ils sont vraiment en action et sont passés par la radio, la voix de la démocratie congolaise, qui a grandi bientôt 15 ans que nous faisons ce travail, Monsieur Henry. Donc, Kayembe, merci pour ces présentations. Maintenant, on va aller directement sur votre réalité américaine. Vous avez suivi, comme nous tous, dernièrement, le changement de régime aux États-Unis. Vos commentaires là-dessus? Le commentaire est que bon, c'était vraiment un changement saccadé, contrairement à ce que les gens s'attendaient. Un pays de vieille démocratie, vous avez vu Donald Trump qui n'a pas du tout accepté jusqu'au dernier jour, il n'a pas concédé qu'il a perdu. Et avec lui, un groupe de gens qui sont des extrémistes blancs qui voulaient l'appuyer au point d'aller saccager le temple de la démocratie pour imposer leur candidat ou bien leur candidat, bien sûr. Ça n'a pas marché puisque la loi est dure, mais c'est la loi. On a proclamé Joseph Biden, qu'on appelle Joe Biden. Il a prêté serment. Il est dans le bureau ovale et il travaille à la destinée
de 350 millions d'Américains et le bureau qui représente le plus grand bureau de la gestion de la démocratie au monde. Dites-moi, vous avez suivi sur place de New York même, en fait, l'évolution de cette situation que l'on considère, comment dirais-je, de catastrophique, voire le temple de la démocratie américaine saccagé par des partisans politiques. C'est pratiquement impensable aux États-Unis, première démocratie du monde. Certains ont parlé ici, ont évoqué ici un semblant de coup d'État, pratiquement aux États-Unis. Maintenant, la question que l'on se pose ici, pour rester toujours, comment dirais-je, aux États-Unis, que va-t-il se passer puisqu'il y a eu des décès lors de ces saccages? Il y a eu 5 vies, je pense, qui sont parties, des parents, des pères, dont un policier, je pense bien. Selon vous, selon vos observations sur place, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que la justice va-t-elle aller jusqu'au bout? Et là, j'irai plus loin. Je pose une question osée. Dans certains États aux États-Unis d'Amérique, lorsque vous êtes reconnu coupable d'avoir assassiné quelqu'un d'une manière directe ou indirecte, vous avez été reconnu, vous êtes pratiquement passible de peine de mort dans certains États. On parle ici de 5 vies humaines. 5 vies humaines où tout le monde a suivi à la télévision M. Trump qui a réchauffé sa population, en fait ses fans, et qui leur a montré le chemin. On a vu finalement les conséquences. Je m'arrête là. Selon vous, que va-t-il se passer aux États-Unis? Est-ce que M. Trump sera-t-il arrêté et jugé comme tout Américain? Ou est-ce que le fait qu'il ait été président des États-Unis, il n'y aura rien qui va se passer? Une très bonne question. Ici, ça ne suit pas qui vous avez été ou qui vous serez. Trump, au moment où nous parlons, il n'est plus président de la République, c'est-à-dire il est citoyen simple comme moi et tout autre Américain. Si la justice prouvait qu'il est passible de ce qui s'est passé là-bas, il sera traduit en justice. Et M. Henry, laissez-moi vous dire qu'actuellement, le problème est sur la table du Sénat. On a déjà arrêté certaines personnes qui sont en jugement et on continue à arrêter chaque jour les commanditaires. Bon, maintenant, il y a un débat qui devient politique au niveau du Sénat où on demande s'il faut vraiment avoir des preuves palpables que Trump a instigé ce qui s'est passé. Parce que lui, Trump, avant de partir, il a dit qu'il n'a pas demandé aux gens d'aller faire les désordres. Il a dit aux gens d'aller vers le Capitol Hill, aller parler, aller défendre leur vote qu'ils ont donné à Trump. Et que selon lui et eux, ils ont été floués. Alors, il a dit que ce soit une marche pacifique. Ça, c'est Trump. Les démocrates disent que... Sachant très bien qu'il faisait affaire avec des mouvements radicaux, extrémistes et qui étaient violents et qu'il l'avait déjà prouvé. Oui, bon, maintenant, il nie totalement que les radicaux ne font pas partie de lui. Il y a un groupe de radicaux, les extrémistes blancs, les fascistes, comme on les appelle. Lui reconnaît qu'ils n'ont jamais été partie prenante de son groupe qu'il appelle les patriotes. Donc, selon vous, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer finalement? Ça veut dire que M. Trump, si on comprend bien, malgré tout ce qui s'est passé, du fait de son argent, il a beaucoup d'argent, donc il peut se payer plusieurs avocats, du fait de son statut quand même, il n'y a pas eu quelque chose qui a été voté malgré l'impeachment. On dirait que tout ça, ça va aller très bien et que sa vie pourra recommencer tranquillement et qui pourra même, peut-être possiblement, créer une troisième voie, un nouveau parti aux États-Unis et se représenter éventuellement aux prochaines élections. Ok, c'est ce qui s'est dit actuellement, comme je vous l'ai dit, que le problème est sur la table du Sénat. L'impeachment a déjà été déclaré au niveau de la Chambre basse, c'est fait, maintenant c'est au Sénat. Et comme vous le savez, aux États-Unis, le problème, il y a d'abord la loi. En dehors de la loi, il y a les deux partis qui se battent. Mais à un certain moment, la loi va prévaloir. S'il est prouvé clairement que Donald Trump est passible de ce qui s'est passé au Capitol Hill, croyez-moi, nous sommes dans un pays de droit. Il n'y a pas question de dire qu'il était président, ou il veut être président. Il sera déféré devant la justice et il doit répondre de ses turpitudes. Donc, Ayembe, je vais tourner la page, aller maintenant tout droit vers l'Afrique
et je cible ici la République démocratique du Congo. Je vous rappelle, vous le savez aussi bien que moi, depuis le président Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, ainsi que les autres présidents américains, le Congo, la République démocratique du Congo a toujours été un pays très attirant pour en fait les Américains. Aujourd'hui, vous suivez comme moi la situation en République démocratique du Congo. Nous avons un nouveau gouvernement américain dirigé par M. Joe Biden. Certains disent qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grave. En fait, je m'arrête ici. Quel est votre commentaire? Est-ce que suite aux changements qui se sont produits aux États-Unis par rapport à la politique africaine et plus particulièrement au Congo? OK, deux aspects à considérer, M. Henry. D'abord, la politique américaine reste la même. Quel que soit le président qui va passer, il y aura ce qu'on appelle la continuité de la gestion du gouvernement. Donc, ça, c'est l'Amérique. Comment l'expliquez-vous? Je m'explique, c'est-à-dire les intérêts d'abord que l'Amérique a en Afrique. Dans le temps, c'était d'abord le carburant avec la Libye, le Soudan et consorts. Actuellement, là, depuis un certain moment, on voit que c'est la guerre froide qui revient. La guerre froide qui revient surtout aux alentours du Congo, où vous avez maintenant la présence très accentuée de la Russie, qui sont maintenant en République centrafricaine. Vous avez les Chinois qui sont partout en Afrique, au Congo notamment, et dans tous les pays aux alentours. Maintenant, l'Amérique ne peut pas laisser que ces gens soient là-bas, puisqu'ils risquent gros économiquement et surtout de manière sécuritaire avec l'uranium qui se trouve au Congo. Ça peut être exploité d'une manière nucléaire et puis vous connaissez les conséquences. C'est-à-dire, Joe Biden, je voulais dire John Biden ou pas, d'abord la sécurité américaine, c'est d'abord s'assurer que l'économie américaine est bien achalandée par ce qu'ils veulent avoir au Congo. Bon, actuellement, là, ils n'ont pas beaucoup d'intérêts, si pas les intérêts sécuritaires avec la présence de la Chine qui monte en fulgurance économiquement et la présence de la Russie du côté de République centrafricaine. Et la Russie cherchait même à aller encore au Soudan et au Congo où il parlait aussi d'une intervention dans les domaines agricoles. Les Américains ne peuvent pas laisser ça, puisqu'ils ne voudraient pas que ce pays les échappe. Donc, AMB, depuis la ville de New York, je termine avec une dernière longue question. Elle sera longue, ma question, mais brève également et très très claire. Actuellement, lorsqu'on observe la carte géopolitique du monde, nous constatons, ou vous me corrigerez, nous constatons trois pôles. Le premier pôle, c'est les États-Unis d'Amérique, toujours la puissance hégémonique. Deuxième pôle, l'Union européenne. À côté de cela, on a le Brexit avec le Royaume-Uni, mais on parle ici surtout de l'Union européenne. Troisième pôle dont vous venez de parler, la Russie, avec entre autres la Turquie, avec entre autres la Syrie, avec entre autres, il y a un autre pays que j'ai, disons, m'échappe, mais on parle ici de l'hégémonie de la Russie. Évidemment, il y a la Chine qui sera également derrière cette partie-là. Alors, nous avons maintenant au centre de tout ça des pays africains, qu'ils le veuillent ou non, n'étant pas indépendants totalement économiquement, doivent jouer sur ces pôles-là. Selon vous, je reviens sur le Congo, le pouvoir actuel qui est en place à Kinshasa sous le leadership de M. Fachi, Félix Antoine Tshisekedi, il est dans quel pôle? Est-ce qu'on parle ici des États-Unis? Est-ce qu'on parle ici de l'Union européenne et des États-Unis? Ou est-ce qu'on parle ici également du troisième pôle? Je m'arrête là-dessus. Une question vraiment qui demande beaucoup d'acrobatie. Le Congo est partout. Donc, la plus grande partie de ses intérêts se trouve aux États-Unis. Ça, il faut le reconnaître. Et du côté de l'Union européenne, vous constatez qu'il y a beaucoup d'émissions qui descendent à Kinshasa. Ils veulent faire de beaux yeux à Fachi. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Il est vraiment très réconciliant.
et il ne veut pas opposer les gens pour le Congo. Lui, il se bat pour l'intérêt du Congo. Alors, du côté des Américains, vous avez vu, ils ont signé des pactes d'abord de sécurité. Donc, nous, au Congo, on veut plus la sécurité que jamais, puisque à l'Est, vous connaissez ce qui se passe là-bas. Il faut reconnaître que si la sécurité au Congo ne va pas, les Américains, avec le groupe de Bill Clinton, ils sont pour beaucoup avec le Rwanda, ça c'est connu de tous. Et puis les Européens, ils cherchent aussi à avoir la même mise sur le Congo. Comme vous savez, c'est vraiment une terre bénie qui a presque tout sous le sol et dans le sous-sol, et tout le monde veut avoir sa part. Vous savez que la plupart des États européens ont été construits avec la richesse congolaise, alors ils ne veulent pas lâcher non plus. Les Américains, surtout ce qu'ils veulent là-bas, c'est la lutte économique et sécuritaire. Vous avez appris pendant un certain moment du temps du régime passé, on suspectait même le blanchiment d'argent qui s'est passé par la RDC. Il y a même des drogues qui passaient par la RDC. Donc les histoires comme ça, quand ça passe par la RDC pour aller tomber dans les mauvaises mains, ça finit par donner des conséquences aux États-Unis d'Amérique. Et les Américains ont un principe. Leur principe, c'est attaquer le problème à la source. Ils ne veulent pas subir. Ils sont proactifs. On vous dit c'est au Congo, ils veulent aller contre le Congo. D'accord. Alors la Chine, je termine. La Chine, l'intérêt de la Chine au Congo, vous vous rendrez compte, M. Henry, une bêtise que je peux dire du temps du régime passé, que Fachi est en train de construire, Fachi, c'est-à-dire Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, il est en train de chercher à corriger ça. Le Congo est le pays, le premier producteur de cobalt, mais la Chine est la première vendeuse du cobalt. Donc, c'est-à-dire le cobalt poli, les cobalt comme fini, il a en bonne quantité en Chine qu'en République démocratique du Congo. C'est ça la bêtise. Et cela va d'autres minéraux aussi. Donc je pense avec l'avènement du nouveau régime de Félix Antoine Tshisekedi, nous allons voir les histoires changer, monsieur.